Bonjour, madame et monsieur. Welcome to another episode of Daily Truths with Miss Mel, where we believe everyone has a story and every story to us counts. Aujourd'hui, je reçois un jeune entrepreneur aux multiples facettes. Centre des appels, transport, développement des logiciels, il évolue dans plusieurs univers à la fois. Cultivé, motivé, auteur d'un livre. Il incarne une génération qui refuse les limites, mais qui se pose aussi de vraies questions sur le sens, la clarté et l'accomplissement. Restez avec nous and discover many of his experiences as he shares with us. So guys, you're highly welcome to another episode of Daily Truths with Miss Mel. So, Mr. Eman, can you tell our audience who you are? D'accord. Merci déjà, Melvis, de m'avoir invité ici dans ton émission. Une très belle émission qui est la promotion de beaucoup de l'entrepreneuriat, des activités et tout, et qui parle beaucoup de vérité. Okay. Donc, moi, je m'appelle Herman Bombele. Je suis jeune entrepreneur, notamment multi-domaine. Donc, je suis dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, ça fait une dizaine d'années. Je me suis lancé mon propre compte et je touche un peu plusieurs domaines. Ok, mais avant l'entrepreneuriat, où étais-tu ou bien qui étais-tu? Alors, c'est une très belle question parce que avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai eu beaucoup de problèmes d'identité parce que voilà, il y avait un conflit entre la personne que je voulais être et ce que ma famille voulait, ce que mon entourage voulait. Donc, j'arrivais pas à me retrouver, ce qui fait que dans le cocon familial et dans mon entourage, j'avais beaucoup de difficultés à savoir qui j'étais. Quand j'ai décidé de suivre mon propre chemin, ça a été très dur. Vraiment, ça a été la rupture avec les gens a été très dure et j'ai fini par me retrouver. Mais avant ça, je ne peux pas dire. J'étais déjà commerçant parce que je faisais des petits commerces par-ci, par-là, mais je n'avais pas encore pris le chemin de ma vie comme je le voulais. Oui. So how long did it take for you to understand that l'affaire des salariés n'est pas pour toi en fait? Alors, comme tu disais d'abord, avant de me lancer, j'avais déjà les bases du commerce, les techniques de commerce, mais je n'avais pas encore canalisé tout ça. Je n'étais pas encore canalisé. Pourquoi? Parce que c'était, je faisais dans les habits, les parfums, les beignets, tout ce qui me tombait par la main. Enfin, j'étais un vendeur, je vendais tout ce que j'avais. Après, moi j'ai toujours compris que je n'étais pas fait pour le salariat, c'est-à-dire pour aller au bureau. C'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire d'âme. C'est que voilà, ce qu'on a vu réellement. C'est quelque chose d'interne. Voilà, c'est interne, c'est pas une histoire. Parce que même quand on est entrepreneur, on va toujours au bureau, on travaille. Mais c'est la position qu'on a envie d'avoir. Est-ce que c'est la position de recevoir les initiatives, mais c'est la position de manager. Voilà, moi je pense beaucoup plus que c'est l'âme de vouloir manager, de vouloir guider quelque chose. Voilà, comme ça. De vouloir de manager des gens, une activité, de pouvoir être au centre. Quand je dis au centre, c'est pas que voilà, tu es le patron, mais c'est de vouloir avoir un système que voilà, on se dit, ici c'est moi qui manage, j'ai envie d'aller où tu vas avoir beaucoup de projets dans la tête et pouvoir les réaliser. Donc c'est un peu ça, je ne sais pas si je reprends. Oui, c'est bon. You are into many things. Yes, you are in a call center, transport, and so on. Are you doing this out of love for it, passion, or you're doing it as a survivor? Alors, tu sais, quand on est déjà entrepreneur, on ne choisit plus un domaine. Ça veut dire qu'on a déjà cette fibre commerciale, on a la fibre de l'entrepreneur. Ça veut dire qu'on peut aller dans tous les domaines. Là, je suis dans le transport, c'est pas une façon de suivre, mais c'est tu explores un domaine, voilà, tu te lances, si tu veux une opportunité dans un domaine, dans le transport, tu te lances, si tu trouves peut-être quelque chose demain dans l'agriculture, c'est vrai que je ne suis pas né, je n'ai pas de formation, mais je peux me lancer. Mais juste que la casquette d'entrepreneur te fait en sorte que tu dois aller des domaines, un domaine, tu ne dois pas être limité. Maintenant, il y a quand même une part de suivi dans ça. Pourquoi? Parce que si, par exemple, le domaine que tu aimes ou bien les activités que tu fais souvent sont dormantes, tu te retrouves en train de faire autre chose. Voilà, parce qu'il faut gagner. Donc, tu as la capacité de naviguer en fait. Voilà, et c'est ça la particularité, moi je me dis d'un entrepreneur, c'est quoi? C'est que tu peux naviguer d'un domaine à l'autre sans avoir
des problèmes, c'est la capacité de s'adapter, c'est-à-dire de quitter d'un domaine à un autre sans pouvoir trouver des difficultés. Quelles sont les difficultés que tu racontes dans ces secteurs? Je veux dire le secteur transport, secteur centre des appels et d'autres secteurs que tu touches parce que you cut across a spectrum of different domains. What are the difficulties? Alors, déjà, dans le domaine il faut savoir que les difficultés sont toujours presque les mêmes. C'est-à-dire, au Cameroun, il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire, on travaille avec qui? Les collaborateurs avec lesquels on travaille, les limitations au pays. S'il faut parler peut-être du transport, c'est déjà le monde du transport au Cameroun c'est un peu compliqué. Nous avons quand même un certain nombre de choses qu'on n'a pas, notamment on va parler un peu des infrastructures qui sont compliquées. Et on va dire que tout ça n'est pas encore ordonné. C'est-à-dire, le transport pour moi, je travaille dans le transport de marchandises. En fait, moi je suis dans le transport de marchandises, donc ce n'est pas un secteur qui est régulé par rapport à ce qu'on voit en Europe, parce que je travaille aussi dans le transport en Europe. Ce n'est pas ordonné par rapport à ce qu'on voit là-bas. Donc ici, il y a tellement de difficultés quant au suivi de la marchandise. Mais excuse-moi de te couper, je suis un peu perdue. Tu travailles aussi avec le transport en Europe? Oui. Je veux comprendre. Alors, moi, j'organise des transports pour les sociétés européennes. Je prends l'exemple de sociétés comme les brasseries. Vous voyez, moi, je suis un prestataire de service. Je peux aller aux brasseries. Je leur dis, bon, tenez, moi, j'ai la capacité de vous faire des livraisons de votre vin dans tout l'étendue du territoire national. Parce que vous voyez, quand il y a une société comme les brasseries, eux, ils n'ont pas de camions. Ce qu'ils font, c'est quoi? C'est qu'ils prennent des particuliers qui ont des camions. Et les particuliers là viennent déposer des camions chez les brasseries. On met les affiches brasseries, mais ce n'est pas leur truc. Maintenant, tu vas vers les brasseries et tu leur proposes des contrats de livraison de marchandises. C'est la même chose comme ça se passe en Europe aussi. Ça veut dire, tu peux être ici, tu contactes les sociétés en Europe, tu vas organiser le transport. Ça veut dire, si une société produit peut-être l'acier, c'est toi, maintenant, ils te confient l'acier. Maintenant, ils ont les différents postes où ils font des livraisons. C'est toi qui vas appeler les chauffeurs pour livrer. Voilà. Et avec l'état de notre route, particulièrement au Cameroun, est-ce que tu as jamais eu un instant où tes marchandises ont eu un problème peut-être en route, ou bien l'accident, ou bien la perte, ou bien le vol? Non, c'est arrivé plusieurs fois. C'est arrivé plusieurs fois. Non seulement les retards d'abord et il y a les pénuries. Les vols, c'est un peu rare, mais le problème, c'est que la marchandise arrive quand même dans un sale état, ou bien la marchandise n'arrive pas à l'heure. Ça arrive probablement. Et pour que les clients, pour retenir vraiment les clients dans cette situation, c'est compliqué parce qu'ils vous disent, bon voilà, la dernière fois que vous avez fait telle livraison, la marchandise s'est cassée. La dernière fois vous attendez à 15 h, vous êtes arrivé à 17 h. Donc, vous voyez, c'est un peu compliqué. Et comment régler les pertes? Bon, là, il y a des pertes, c'est des contrats. Voilà. On a des contrats où on se dit, bon, quand il y a tellement de situations, voilà comment ça se passe. Ça dépend du contrat initial que vous avez. Je comprends. Mais c'est beaucoup. Je suis un peu étonnée comment vous faites pour naviguer le transport, le centre des appels, le développement des logiciels, parce que juste un seul domaine, ça prend beaucoup de ton temps, ton énergie et tout. Vraiment, vous êtes formidable, si je peux dire. Merci. Mais j'aimerais savoir comment tu as fait pour entrer dans le domaine des centres d'appel. Oui. Alors, les centres d'appel, je suis entré dans les centres d'appel par le biais des transports. Parce que c'est le transport qui me fait entrer dans les centres d'appel. Pourquoi? Parce que de plus en plus de nos jours, les entreprises européennes font de l'externalisation. C'est-à-dire, elles appellent les autres entreprises à l'extérieur pour s'occuper de beaucoup de choses. Je vous prends peut-être l'exemple d'assistants virtuels, des vendeurs en ligne. Voilà, donc ça se passe. Alors, une fois que j'ai eu des collaborations avec les entreprises européennes, j'ai commencé à découvrir comment le monde européen se passe. Voilà. Donc, c'est quelque chose où, Form 1, ça te dirigeait à Voilà, c'est là où j'ai commencé à comprendre un peu le fonctionnement de la nouvelle façon de travailler, le télétravail à distance. Et c'est comme ça que j'ai commencé à chercher non plus des collaborations dans le transport, mais maintenant des collaborations dans peut-être la comptabilité, les secrétaires virtuels, les vendeurs en ligne. Ce qui fait que tu peux contacter une société, tu leur dis, moi je suis une jeune entreprise au Cameroun, voilà comment je veux qu'on travaille. Le même travail que tu fais en Europe, tu peux le faire avec les gars ici. On fait un calcul de coût, je te dis, je peux te prendre tel nombre de personnes. Allez, je te mets les gars sur le coup et nous on fait le même travail étant ici. Explique-moi un peu parce que moi-même j'ai travaillé dans un centre d'appel. J'aimerais savoir parce que c'est comme s'il y a une différence en fait.
je vais savoir la différence si ça existe ou bien si c'est la même chose que vous parlez. Parce que si c'est la même chose que vous parlez, pour moi, je pense que le centre de la paix prend le temps. Je veux dire, toute ta journée, tu vas passer là au bureau. Et si c'est ça, comment gérer le transport et le centre d'appel? Bon, pour moi, ce que moi je faisais quand je travaillais dans un centre d'appel, bon, 8 heures, tu es déjà là et voilà, tu passes toute ta journée en parlant. Je comprends. Est-ce que c'est de ça que tu parles ou bien c'est un autre? Effectivement, c'est ça. Alors là, il y a une première chose, c'est les collaborateurs. Oui. Quand tu fais des affaires, il faut t'entourer de bons collaborateurs pour commencer. Tu sais que si tu n'es pas là, il y a quelqu'un qui peut bien gérer. Oui. Deuxièmement, il y a le management. J'ai fait ça tellement longtemps, ça c'est des choses que j'ai fait tellement longtemps que je sais exactement comment ça fonctionne. Ça veut dire c'est comme si tu as ta boutique, tu sais toutes les marchandises, tu sais comment ça fonctionne et quand tu délègues les tâches, tu peux les contrôler à distance. Le monde aujourd'hui, le monde à internet aujourd'hui, ça veut dire que tu peux être n'importe où, tu peux contrôler des tâches, tu peux faire ci, tu mets un bon système managérial sur place, tu mets les outils de contrôle sur place et tu peux faire beaucoup de choses à la fois. Tu délègues un bureau là-bas aussi, c'est mal le lien. Je vois que la technologie vous a effectivement vraiment aidé de réaliser en fait dans ces deux domaines en fait. Voilà, ces deux domaines sont un peu connexes, c'est-à-dire on peut les faire un peu de la même façon, parce que ça se passe sur Internet, téléphone, Oui. donc on peut un peu les connecter, ouais, c'est connexe, on peut même dire que c'est la même chose du point de vue où si tu es sur une machine, tu utilises Internet et le téléphone, parce que même dans le transport, il faut checker, c'est des logiciels, tu checkes la marchandise est à quel niveau, le camion à quel niveau, les appels aussi, ça veut dire... Est-ce que tu peux nous lister quelques je vais dire techniques ou quel type de technologie ou application que vous utilisez pour monitoriser en distance votre travail? Disons, si vous êtes dans le call center, comment monitorer ce qui se passe? Ça c'est des logiciels personnels, c'est-à-dire que tu peux monter pour ta propre structure. Vous voyez un peu, c'est pas les logiciels qu'on vend, c'est des petits, c'est des CRM ou des logiciels internes de gestion que tu mets dans l'entreprise où tu fonctionnes en système de tâches. Tu délègues des tâches et chaque fois tu contrôles si les tâches ont été faites. Parce que au management aujourd'hui ça ne joue pas, parce que c'est ça la base de tout, il faut contrôler. Tu ne vas pas appeler les gars tout le temps, mais tu vas être devant le tableau de bord en train de regarder si les tâches ont été effectuées. Tu donnes des travaux, quand quelqu'un finit une tâche, il va cliquer, terminer, tout. Le travail est bien ordonné, bien corrigé. Tu vas ça veut dire d'une étape à l'autre, il est possible de voir en distance à quel niveau se trouve. Voilà, tu peux voir exactement à quel niveau le travail se passe, à quel niveau quelqu'un est, et s'il y a un problème, tu appelles rapidement, qu'est-ce qui ne va pas. Donc le suivi est global. Et dans ta machine, tu as les accès aussi aux machines de toutes les autres personnes, tu peux faire un contrôle. Voilà, je comprends. Lorsqu'on a commencé, vous avez parlé de... Je vais continuer en anglais. So, you were in the middle of deciding whether to be an entrepreneur or bien to be what maybe your parents or your family wanted you to be. How was it like? Can you share with us the experience and how you were able finally to make that decision that no, this is what I want and what are the steps that you took? C'était une expérience très difficile. C'est l'un des moments les plus difficiles de ma vie. Parce que il a fallu que je prenne des décisions. Et quand tu es arrivé à un niveau de ta vie où tu es jeune, que tu tournes autour à ta famille, tu dois payer les pots cassés. Je comprends. Donc, c'était vraiment compliqué. À cette période, je venais d'avoir le bac. Je suis entré en soi. Je voulais faire déjà les affaires, je me disais qu'est-ce qu'il y a, je peux bien faire qui me rapproche des affaires. J'ai dit que moi je vais faire la science économie. Je suis entré en faculté de sciences économie. Alors, ça n'a pas bien marché parce que voilà, soit c'est soit, un peu de désordre, un peu de la jeunesse et tout. J'ai compris que ça n'allait pas donner rapidement. Il a fallu que je change d'environnement et je voulais aller où c'est un peu concentré. Où je peux être un peu assidu. Voilà. Parce qu'à soi, j'étais avec mes amis du lycée, du quartier. Voilà. Et vous savez, c'est pas déjà évident de suivre le cours normalement, mais si il y a des amis à côté. L'identité aussi. Voilà, c'est ça que je dis. C'est ça que je dis. Déjà, c'est pas évident de suivre le cours normalement parce que vous êtes nombreux, c'est loin, le matériel n'est pas là pour. Enfin, l'environnement n'est pas propice pour l'étude. S'il faut ajouter à ça encore tes amis, la compagnie et tout ça, ça fait un gros désordre. Donc voilà, j'ai décidé de m'éloigner.
d'aller m'installer à Douala. De finir d'abord de commencer un petit parcours commerce ici à Siantou et d'aller m'installer à Douala, tout ça c'était toujours contre la famille. Parce qu'on me disait fais tel concours, j'avais pas fait. Moi j'avais dit oui, j'ai déposé les dossiers alors que j'ai pas déposé les dossiers. On me disait tu as déposé les dossiers, j'ai dit oui. Maintenant quand il faut venir avec le papier pour comparer, il n'y a pas. Ils sont fâchés, ils disent mais c'est pas possible, tu veux faire quoi? On me dit fais la police, j'ai dit je ne veux pas faire. On me dit tous les concours, j'ai dit que je ne vais pas faire. Moi, j'ai toujours dit que je vais être commerçant parce qu'ils disaient toujours ça. Ils disaient toujours bon, achetez-moi les habits. J'ai fait une boutique à Mokolo. Je pense que papa regardait que mais ça c'est quel enfant donc je t'envoie à l'école pour aller voir. C'est bizarre, ils ne comprenaient pas. Puisque même ma mère ne comprenait pas parce que avant que je n'aie le bac, quand j'étais en 3e, je disais à ma mère que quand j'aurai le bac, achète-moi le taxi. Elle ne comprenait pas. Elle disait que ça, c'est même quelque chose. Tu avais déjà ça en Oui, j'avais déjà ça en 3e. Elle disait à ma mère que quand j'aurai le bac, tu m'achètes le taxi, je veux conduire le taxi. Tu peux t'imaginer une mère, elle se dit que mais. Que fait cette enfant si c'est quand tu étais taximan, alors que tous les autres veulent la tête peut-être énorme ou bien énorme, mais lui il rêve en bas. Alors que je n'étais pas un rêve en bas, c'est que j'avais déjà fait les calculs. Il faut que j'économise mon argent avec un taxi, je peux garder mon argent et après demain je peux monter ma structure. Donc moi j'avais mis un calcul économique. Tu avais une vision. Tu étais très loin même du taxi. J'avais établi là, c'était même pas le taxi, c'était pour rassembler mon capital. J'avais déjà fait les calculs avec ce que j'entendais que les grands frères disent que non, avec le taxi tu peux travailler 20 000 la journée. Moi j'avais commencé à calculer que si j'ai un taxi, je gagne 20 000 tous les jours. Tu vois un peu, c'est mon propre taxi. Si je veux verser la recette quelque part, je peux travailler comme un fou. Je mets 20 000 de côté tous les jours, pendant des années. Oui, j'avais déjà monté une stratégie comme ça. Mais les parents ne comprenaient pas encore ça. Ils disaient oui. J'ai compris qu'elle me disait oui juste pour m'accompagner. Quand j'ai eu le bac, j'ai vu que c'était les gens qui proposaient, j'étais seul. Tout ce que j'ai fait, j'étais vraiment seul pour suivre ma route. Seul, jusqu'à ce que j'ai décidé que bon, ok. Je suis seul, il n'y a personne pour m'accompagner. Tu acceptes la réalité. Voilà, j'accepte la réalité. C'est là où j'ai commencé à enchaîner les travail sur travail. Au restaurant, au snack. Et pendant cette période, parce que je pense que c'était difficile, comment tu te sentais seul? Par exemple, tu sais que j'ai mon père et ma mère peut-être à Yaoundé, et si j'étais à la maison, j'allais manger moi 3 fois par jour, mais maintenant, comment tu as fait pour naviguer cette période? Une des choses qui va toujours me surprendre moi-même, c'est que pendant cette période où les choses étaient compliquées, j'ai décidé de les rendre encore plus compliquées. Parce que moi, j'aime le challenge. C'était déjà dur, c'était déjà assez dur. Ça veut dire que de quitter déjà la maison familiale, de quitter chez mes grandes soeurs, c'était déjà dur. Mais de prendre encore la route de Douala, ici à Yaoundé d'abord, vous séparez avec ta famille, mais aller à Douala, je ne connaissais personne. Donc j'ai dit que bon, je connais personne. Et tout le monde a dit, ok, comme tu pars, personne ne te suit, on ne finance rien. Tu vois un peu. Donc c'était déjà dur ici à Yaoundé, mais prendre encore la route de Douala, c'était compliqué. Et quand je prends la route de Douala, je n'ai même pas de CNI. Quand j'arrive à Makomo, il y avait le ticket. J'avais payé déjà le ticket et il me restait 3 000. Quand j'arrive là-bas, je me rends compte que je n'ai pas de CNI. Et le gars, le policier me prend encore même 2 000. Il me restait 1 000 francs. Avec 1 000 francs. Avec 1 000 francs. Donc tu vois, c'était pas facile. Je squatte chez un frère, on commence petit à petit et tout ça. Je commence à enchaîner dans les petits travaux qui m'ont permis un peu de rester stable. J'ai notamment travaillé dans un restaurant, je ne vais jamais oublier, une amie qui m'a proposé un travail parce que elle venait chez moi, j'avais une petite chambre comme ça et j'avais un moulinet. Moi je me nourrissais, j'avais établi ma stratégie, même dans ma pour me nourrir. Tu étais déjà pensé dans ta tête en fait. Même pour me nourrir, moi je ne mange pas assez. C'est un sport pour moi. Donc j'avais acheté un moulinet où tous les jours je buvais des jus de fruits. Moi je m'alimentais de fruits. Et j'avais une amie qui venait chez moi. Je lui servais les jus de fruits, elle voyait, elle ne comprenait pas. Elle lui disait que non, moi je préfère avoir juste la force. C'est ce que je veux réfléchir, tu vois. Tout se passe dans la tête. Tout se passe dans la tête. Je vais juste garder l'énergie pour réfléchir. Je me suis beaucoup lancé, c'est à l'époque. J'avais déjà lu beaucoup de livres à l'époque-là. J'ai commencé la lecture depuis. Ce que tu dis là est très important parce que je pense que ce qui tue beaucoup de jeunes, c'est parce qu'on ne lit pas. On ne lise même pas. Je ne vais jamais oublier le monsieur qui m'a initié vraiment dans la lecture. C'était en 2007. Je faisais 3e.
Il m'a 2008-2007. Il m'a fait un livre. J'ai gardé le tome de ce livre, c'est 600 pages. Imagine un enfant de 3e qui lit un livre. Moi, je suis étonnée parce que tu es assez jeune. Il m'a donné 600 pages en 3e. J'ai lu ça. Il m'a déclenché quelque chose dans l'esprit. Tu vois, un géant qui dormait. Voilà, il m'a refait 2 livres. Quand il m'a donné ça, il m'a déclenché quelque chose. J'ai commencé à étudier. Dans la lecture, je me suis réfugié dans la lecture. C'est comme ça que ça a développé. Ce qui est bien avec la lecture, c'est que tu vois ce que les autres ne voient pas. Tu commences à voir, c'est-à-dire, c'est comme si tu es seul au monde parce que tu développes les capacités que les autres n'ont pas. Donc, pour revenir au fil de notre histoire, c'est comme ça donc que j'enchaîne mes petits travaux, DS Max. Je ne sais pas si vous connaissez DS Max. J'ai fait. Voilà, j'enchaîne DS Max. J'enchaîne dans le snap le soir. Mais où est-ce que tu as eu cette courage? Parce que je pense que dans nos jours, les jeunes, pour trouver un jeune qui peut faire le DS Max, vendre dans le restaurant, il va te dire moi. Laver les toilettes, il va te dire. Jamais. Où est-ce que tu as eu cette courage? Qu'est-ce qui t'a motivé en fait? J'ai eu ce courage depuis. Moi, je vais vous dire un truc que je n'ai jamais dit, que beaucoup de personnes ne savaient pas. C'est que même quand je faisais, quand j'étais au moins 1, j'étais à Mariabé, je faisais la brouette. Je partais à l'école. Oui, je partais à l'école. Mais j'avais sacrifié les jours. Je disais que 2 fois par jour, je dois faire la brouette. Sans la connaissance de maman et papa? Elle n'était même pas là. Ma mère ne vivait pas à l'Est. Là, ma mère travaillait à l'Est. Donc, je vivais à la maison avec mes soeurs. Comme ça, c'était une maison des enfants. Donc, l'enfant peut se permettre ce qu'il veut. Maintenant, qu'est-ce que je faisais? Comme je voulais tellement l'argent, je voulais toucher l'argent. Donc, je disais peut-être mercredi, je pars à l'école. Je prends la brouette chez le bailleur. Il y avait un bailleur, je prends sa brouette, je pars. Il donnait ça à 200. Je fais tout pour travailler 700, il donnait 200, je reste avec 500. Wow! Au primaire déjà, pour moi 1, pour moi 2, je faisais ça. Tu vois? Non, ça veut dire que tu es né avec ça. Je suis né avec la fibre commerciale. Avant ça, à la cible préparatoire, ma mère faisait des beignets. J'étais son meilleur vendeur. Elle nous envoyait avec des beignets, tout le monde partait jouer. J'étais le seul qui finissait toujours sa vie. Wow. Tous mes frères jouaient. Quand ils partent avec des plateaux. What can you tell parents who minimize what their children are passionate about? Because I remember I have a younger brother. He was to go to a technical school, but now people at l'époque, in the past, people think that when you go to a grammar school, you are intelligent. And if you go to a technical school, you are dull. So you go to learn handwork and so on. But today, I see many parents are regretting because it is skills that the world needs. What can you tell parents that their children are into something different that does not even make sense? Should they believe in them? C'est très dangereux pour les parents qui n'essayent même pas d'écouter, parce qu'il faut quand même écouter, même si finalement tu vas décider autrement, mais il faut d'abord analyser la voie de ce que ton enfant veut faire. C'est vrai que de nos jours, il y a des parents qui disent j'ai déjà la vision de l'enfant, et je me dis c'est pourquoi l'Occident un peu a l'avance sur nous et les pays développés. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un veut vraiment faire quelque chose, ça veut dire que c'est dans l'âme de la personne, et que s'il fait ça, il va le faire avec tout son cœur et tout son amour. Ça veut dire qu'il va vraiment bien le faire. Or, chez nous, on a l'habitude, on a des parents qui ont l'habitude de tracer le parcours de leurs enfants. Bon, c'est pas toujours mauvais, mais il faut quand même un peu canaliser tout ça. C'est-à-dire, il y a souvent une rupture. Ça veut dire, si l'enfant dit peut-être qu'il aime les lettres, on va dire que non, les lettres ne donnent rien. On va dire les lettres, ça donne rien, il faut couper ça. C'est quoi? L'enfant dit peut-être que non, je vais aller faire maçonnerie. On lui dit, tu veux travailler dans les chantiers. C'est compliqué. Et pourtant, dans la société, on a besoin de tout. On a besoin des ingénieurs, on a besoin des savants, on a besoin des gens qui vont bâtir des ponts et tout ça. Donc, c'est très difficile, c'est compliqué et c'est très dangereux quand un parent ne veut pas écouter la voix de son enfant. Parce que je connais un jeune homme qui trouve sa vie triste parce que ce que lui il voulait, sa mère n'a pas voulu. He is the only son of that woman. So the woman was like, no, I will decide what to do. Because the woman did not want him to go far away from her. Mais la vision de ce jeune homme, c'était pour voyager depuis. Donc il a passé le reste de sa vie, il est triste en fait, il est fâché et ça lui a pris beaucoup, je veux dire énormément de temps pour pardonner à sa mère. Oui, sa mère, parce que ce n'est pas fait ce qu'il voulait. Donc vraiment, il faut que les parents écoutent
les enfants. Et- Parce que je pense que ça diminue je sais pas, le parcours, ou bien la route, ou bien le chemin. Il faut que les l'enfant. parents écoutent les enfants, mais il faut que les enfants aussi aient le courage. Pourquoi? Parce que beaucoup ne suivent pas aussi leur façon, ont peur. Oui, Beaucoup ont oui. peur, peut-être que si je fais ça, je n'aurai plus le droit de ma famille, je n'aurai Oui. plus les faveurs. Oui. Je vous assure que c'était pas facile. Moi, j'ai coupé toutes sortes de faveurs qu'on pouvait me faire. Hmm. Toutes les faveurs, j'ai coupé. Et c'est difficile. C'est difficile, vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est difficile que tu es un adolescent, tu ne sais pas ce que tu vas manger, tu ne sais pas comment tu vas louer une maison, Oui. mais tu réussis à t'en sortir dans le monde ici. C'est très difficile. C'est comme le fils prodige, quand il est parti. Les gens ne peuvent pas savoir ce que tu as produit, d'ailleurs ce que tu as géré. Oui. Quand tu appelles, peut-être, tu sais que si tu appelles, c'est mort. Même quand tu prends le courage pour appeler, on dit que tu as choisi ta route. Oui, Mais ça ça demande avec. du courage, il faut aller te réfugier. Il faut aller, c'est dans ces moments qu'on mûrit. Oui. Ouais, aujourd'hui, on dit quoi aux jeunes? On dit aux jeunes que si tu veux, il y a le développement personnel qui est très toxique là pour la jeunesse. Oui. On dit quoi? On dit que si tu veux être charismatique, tu arrives dans une salle, tu salues quelqu'un, tu le regardes dans les yeux, tout ça. Mais ce qu'on nous dit pas, c'est quoi? C'est que ça c'est vide, c'est superficiel. Oui. Tu vois? Parce Oui. que quoi? Parce que si tu penses que tu vas impressionner les gens, ou bien tu vas avoir une présence. Oui. Parce que tu dis que tu arrives, tu salues quelqu'un dans les yeux, ou bien tu te mets à la même hauteur que lui, c'est pas comme ça que ça vient. Ces choses-là, la personnalité, le charisme, ça vient avec de l'expérience. Oui. Vous voyez? Ça vient avec les choses que tu as vraiment traversées. Ça vient pas avec les choses qu'on Voilà. te dit de faire Il y a une superficiellement. histoire Tu as derrière. compris. On a façonné, c'est façonné en toi. C'est pas à travers les expériences de la vie que tu as eues, les livres que tu as lus, Oui. tout ce que tu as vécu, c'est ça qui crée une personnalité solide. Oui. C'est ça qui fait en sorte que quand tu entres quelque part, ou bien quand tu parles, quand tu es avec des gens, on sent qu'il y a quelque chose derrière ce Voilà. monsieur. Oui. Mais c'est pas parce qu'on Et t'a quand dit. tu parles même, on sait qu'il y a quelque chose en toi. En Voilà. fait. C'est pas parce qu'on te dit va à la salle de sport, gonfle ton muscle, Oui. et quand tu arrives devant les gens, Physiquement, tu es Non, bien, oui. mais. Ou bien tu arrives devant les gens avec la foi. Non, c'est pas ça. Quand tu parles aux gens, on ressent Il y a quelque leur chose dans la parcours. tête. Voilà, c'est Oui. ça qui est très important dans le parcours d'un homme. Pour moi, c'est la plus grande richesse d'un homme. Et maintenant, est-ce que la famille t'acceptait déjà? Je pense que la famille accepte quand ils commencent à voir que ça Ça fait te des années que réussit. tu ne demandes rien. Oui. Ouais, voilà. Tu n'es pas froidon. Et voilà, on dit que bon, ça fait des années, celui-là n'est plus un fardeau, Il a le grandi. seul est là-bas, il a grandi. C'est plus, voilà, tu passes 2 ans, 3 ans, tu n'appelles pas, ou bien il n'y a pas de souci. Oui. Tu es là avec la famille bien, mais on te dit, mais celui qui est parti depuis là, on n'entend jamais qu'il y a un problème. C'est maintenant que tu tu vois. commences à penser. Oui, Voilà. on dit, voilà, qu'est-ce qui se passe? Tu rentres dans ta famille, tu leur fais des cadeaux, tu es bien avec eux, il n'y a pas de problème. Ils se disent, bon voilà, tiens, peut-être que la route qu'il a choisie, c'est une bonne route. Mais finalement, si les années sont passées Oui. et que si tout ce qui s'est passé, pourquoi pas finalement l'accompagner dans ce qu'il aime Voilà, faire, tu vois? Moi, je me voilà. dis que la famille ne veut pas se sentir submergée par Oui. un problème. Oui. C'est pour ça que si tu as choisi ta route à un certain moment, s'ils voient que la route que tu as choisie, tu es en train de construire un peu quelque chose, ils peuvent venir t'accompagner dans ça. Mais s'ils voient que ça n'a rien donné carrément, tu vois, vraiment, ça ça a sera été toujours, utile, mais voilà, ça sera toujours les régions, on t'avait dit, Oui. on t'avait dit, Oui, on t'avait dit, tu vois. Ouais, non, j'ai Voilà.